choses. Bonsoir, bienvenue, on est en direct. C'est Wi-Fi, le magazine consacré aux nouveaux médias et à l'actualité des technologies sur Direct 8. Merci de nous retrouver pour une heure de débat, de discussion et d'infos sur l'actualité de la semaine. Et également aujourd'hui, un forum d'à peu près 3 quarts d'heure sur le MVNO. Kesako, on va vous dire tout ça. Le mobile à tout prix, point d'interrogation. MVNO, ce sont ces opérateurs mobiles virtuels ou à réseau virtuel qui ont commencé à se multiplier depuis 1 an et demi, 2 ans en France. On en compte près de 17 aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a les 3 gros que vous connaissiez, Orange, Bouygues, Télécom et SFR. Ces 3-là, dans l'ordre décroissant d'ailleurs, Orange, SFR, Bouygues totalisent 98% du marché. C'est dire qu'il ne reste pas grand-chose pour ces nouveaux opérateurs qui se sont lancés, Debitel, Braise Mobile, plus récemment Télé2, Virgin Mobile ou encore Auchan Mobile et Carrefour Mobile. Tout le monde met sa marque et essaye de devenir opérateur. Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que ça signifie pour vous, consommateurs, des prix plus bas, des offres plus simples à éventuellement promouvoir et adopter? On va essayer de faire le tour pendant 3 quarts d'heure de cette question avec une table garnie. Geoffroy Roux de Bézieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'origine du premier réseau de vente de téléphones, vente indépendant en France, The Phone House, que vous avez créé il y a pas mal d'années maintenant. 10 ans. 10 ans. Vous avez créé également Braise Mobile. On vous doit Virgin Mobile. Merci d'être avec nous. Vous êtes également le patron de Croissance Plus, qui est l'association qui réunit les 200 entreprises les plus innovantes en France. Bravo. À vos côtés, Jérôme Birba. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur exécutif de Énergie Mobile. Oui. Paris pour le groupe de radio qui a lancé une chaîne sur la TNT, Énergie 12, il y a plus d'1 an et demi. Et puis donc, il y a 1 an. Lancement commercial, un peu plus d'1 an, oui. Un peu plus d'1 an. Énergie se lançait sur le mobile, 280 000 abonnés aujourd'hui, peut-être un petit peu plus. On va dire 280 000 clients, puisque nous sommes pour l'instant uniquement en prépayé. D'accord, clients. Très bien. Vous allez nous expliquer pourquoi une grande radio et un groupe de communication comme Énergie s'est lancé dans l'aventure avec quand même 15 millions d'euros de pertes cette année. Donc c'est un vrai pari sur l'avenir. Vous nous l'expliquerez. Julien Dournion, bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas lancé Que Choisir Mobile, mais vous représentez effectivement l'association des consommateurs et on vous doit toujours beaucoup de sagacité et de pertinence dans vos remarques. Vous nous direz si le marché est véritablement ouvert, libéré et si pour le consommateur c'est le bonheur. Jean-Luc Costanza, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi une des figures du monde mobile et télécom en France avec notamment la création de Télé2. Dans différents pays, il n'y a pas eu que la France où vous avez été très entreprenant. Et puis vous avez quitté Télé2 et vous êtes lancé dans une nouvelle aventure, TEN, c'est net en acronyme, enfin en palindrome, NET, TEN, TEN Mobile, un opérateur qui mise sur l'Internet mobile. Ça fait combien de temps que TEN est lancé? 6 mois. 6 mois, des chiffres? Non, pas de chiffres. Pas de chiffres. Pas de chiffres, mais un bon développement et un bon succès pour cette innovation. Bon, avec email, messagerie instantanée à base Windows et effectivement un nouveau trublion. Marco Lupinto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste chez Ineom Consulting. Vous suivez ce marché des MVNO. Vous nous direz, vous aussi, si vous pensez que ce marché est déjà mature ou s'il est en train de se structurer. Et puis Philippe Leroy avec nous pour ouvrir cette émission sur l'actualité de la semaine. Et en fin d'émission, nous retrouvons Fanny Bouton avec Noël approchant. Quelques nouveautés qui devraient plaire aux gosses, mais attention, il faut allonger un petit peu dessous. Il y a des puces maintenant dans n'importe quelle peluche. Vous verrez, c'est spectaculaire. Très bonne émission à vous. Tout de suite, l'actu de la semaine avec Philippe Leroy. Bon Wi-Fi, nous sommes ensemble jusqu'à 23h15. Alors Philippe, actualité de la semaine marquée par les fournisseurs d'accès et un projet de loi discuté en Conseil des ministres, notamment. Oui, alors on en parle depuis un petit moment, le fameux temps d'attente gratuit, vous saviez, ça des avait hotlines. Des hotlines, ça avait beaucoup agité à la fois du temps du ministère de M. Patrick Devedjian, qui a ensuite passé la main à M. François Loos, qui a continué les discussions. L'idée c'était gratuit ou pas gratuit d'imposer aux fournisseurs d'accès le temps d'attente gratuit. La bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'effectivement, dans le texte de loi, sur le projet de loi sur le
la consommation, il y aura marqué dans ce texte de loi l'obligation pour les fournisseurs d'accès de rendre le temps d'attente gratuit pour tous leurs clients. La moins bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, contrairement à ces engagements du mois d'août où M. Loos avait dit qu'il allait essayer d'imposer à tout le monde une technique commune pour qu'on gagne du temps et que tous les clients s'y retrouvent, eh bien, il est revenu en arrière. Donc, gratuit, oui, mais chacun aura le choix d'adopter la méthode qu'il souhaite. Julien Dournion, un commentaire ? Deux commentaires, si vous me permettez. Le premier, c'est de dire que l'ARCEP, le gendarme du secteur, recommande une autre solution et a proposé même un amendement au projet du gouvernement qui dit la chose suivante. On peut faire basculer tout le monde en numéro vert, en numéro libre d'appel, c'est-à-dire un numéro gratuit. C'est simple. C'est simple. Il faut 3 mois pour le mettre en œuvre. Si les fournisseurs d'accès veulent faire payer ce service, ils ne doivent pas instrumentaliser l'appel téléphonique. Les appels surtaxés n'ont pas été faits pour ça. Et ils n'ont qu'à le facturer en amont, en quelque sorte, sur leur facture. Leur abonnement. Sur l'abonnement. Malheureusement, le ministre ne semble pas rejoindre l'avis de l'ARCEP. Ce qui veut dire quand même que, dans un cas, si c'était numéro vert pour tous les fournisseurs d'accès, en 3 mois, le truc était réglé, on avait des hotlines gratuites. Gratuite, oui. Et là, ça peut prendre entre 18 et 24 mois. Dans le meilleur des cas, effectivement... Autant dire une vraie possibilité de se faire trimballer pendant de nombreux mois pour les consommateurs qui, effectivement, pendant étaient... 2 ans au pire. Donc, ça fait 2 ans de perdu, dirons-nous, pour les consommateurs. À l'inverse, ça fait 2 ans de gagné pour les fournisseurs d'accès qui, effectivement, ont gagné un petit délai de mise en œuvre. Donc, un texte de loi, c'est une bonne chose, mais pas très contraignant. Et donc, il y a toujours le risque que le consommateur... doivent patienter de nombreux mois. En fonction du fournisseur d'accès, effectivement, certains ont déjà pris les devants. Alors on peut souligner, c'était le cas notamment de Club Internet qui a mis un peu des minutes crédit, donc pour chaque client, on a un temps de crédit pour appeler la hotline. Orange l'a fait dans certaines conditions pour ses abonnés et Alice s'est lancé là-dessus sur le marché où effectivement le temps d'attente est déjà gratuit chez Alice. Il en reste d'autres pour lesquels effectivement rien n'a été fait et c'était le sens du texte de loi. Il faut faire attention quand même, parce que vous citez Alice. Alice, effectivement, c'est gratuit, mais personne ne répond jamais. Oui, donc, il faut faire attention à ce que vous dites. Il y a 50% de taux d'appel. Donc moi aussi, je peux faire ça gratuit. Je pense qu'il faut être raisonnable. Ce que la loi propose, la technique, moi je suis assez d'accord avec vous, on aurait pu trouver quelque chose de plus rapide. Ce que la loi demande, qui me paraît important, c'est le temps d'attente qui est gratuit. C'est pas la hotline gratuite. Parce que la hotline gratuite, il y a un service à faire payer, on ne peut pas la faire gratuitement. Donc le temps d'attente, moi je suis d'accord. La technique proposée, on aurait pu aller plus vite, je suis aussi d'accord. Et nous, ce qu'on propose, ce qu'on fait chez Virgin, c'est de faire au-delà d'une certaine durée, 3 minutes, de nouveau la gratuité. Parce que si on ne résout pas le problème d'un client en un certain temps, alors je peux c'est 3, 4, 5 minutes, là aussi le client ne doit pas payer. Tout gratuit, je pense que c'est pas possible économiquement de tenir le coup. Ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que les fournisseurs d'accès à travers leur association professionnelle qui s'appelle l'AFA, exactement sur la position que vient énoncer monsieur Roux de Bézieux, c'est-à-dire que pour eux, effectivement, c'est un service qui coûte énormément d'argent et a fortiori, ils considèrent que 60% des appels qui arrivent sur les hotlines ne considèrent pas directement leur prestation de service. Ça peut être un problème de machine, un autre problème de ligne que la connexion. qui n'est pas directement lié à l'opérateur. Juste un mot pour Internet. dire que l'enjeu économique n'est pas énorme. On a estimé pour les fournisseurs d'accès, les revenus qu'on a estimés de ces hotlines, c'est à peu près 120 millions d'euros. Le secteur des fournisseurs d'accès pèse à peu près 5,5 milliards d'euros. Donc on a un enjeu marginal économiquement, mais alors pour le psychologiquement, il y a un coût psychologique ouais, considérable. C'est quand même terrible pour un consommateur dont le service marche mal, par exemple, ou pas du tout, de devoir payer 34 centimes d'euros la minute pour le dire à son fournisseur d'accès. C'est clair. Autre news de la semaine. Autre news de la semaine, c'est une news on parle beaucoup de politique, ça vous a pas échappé, c'est la pré-campagne électorale. Et ben on reparle de politique à travers les technologies. Nos 577 députés, à partir de la prochaine législature, donc les nouveaux députés qui seront élus à partir du mois de juin, auront tous des PC équipés de logiciels libres. Alors d'abord le système d'exploitation. Aujourd'hui tout le monde est sous Windows, le leader mondial du système d'exploitation de Microsoft. Signalons que Microsoft sort sa nouvelle version pour entreprise, Windows Vista jeudi. Voilà cette semaine. Donc à partir du mois de juin... Plus de Windows pour les députés. Il n'y a plus de Windows pour les députés, il n'y a plus de logiciel propriétaire de manière générale pour les députés, ni système d'exploitation, ni navigateur. C'est-à-dire que tout le monde va utiliser Firefox. La suite bureautique, ça va s'appeler OpenOffice. Voilà. Et puis il y aura même un client de messagerie qui sera libre. Donc les choix définitifs restent à fixer, mais en tout cas, nos 577 députés, il faut le savoir, ils ont chacun 2 PC, c'est pour ça que ça fera 1154 machines.
au Palais Bourbon, donc avec totalement logiciel libre. C'est à partir de juin prochain. Il y a une autre administration, un service public qui avait basculé depuis 2-3 ans, et la gendarmerie nationale. Oui, on avait parlé avec 40 000 postes, je crois, en logiciel libre. Oui, mais ce n'était pas le système d'exploitation. Là, c'est une grande première, c'est que pour la première fois, l'ensemble du système PC va être complètement logiciel libre. Et c'est les députés qui donnent l'exemple. Donc il y a eu l'accord qui est tombé cette semaine. Ça vous fait rire? Non, je serais très content de savoir que tous les députés regardent leur PC tous les jours. C'est déjà une très très bonne nouvelle, libre ou pas libre. Hein, mais les députés PC le font, mais les autres, on ne le sait pas. Ok, merci Philippe pour ces infos. Bien sûr, vous restez avec nous. Tout de suite, le débat consacré au MVNO, le mobile à tout prix. Marco Lopinto, vous suivez ce secteur des télécoms en tant que consultant. Alors, MVNO, c'est un acronyme un peu barbare. Ça veut dire quoi? En fait, c'est vrai que c'est un terme très bizarre. Déjà, un MVNO, c'est pas du tout un opérateur virtuel. C'est un véritable opérateur télécom. Donc, c'est un opérateur en fait qui ne possède pas tout le réseau. En fait, il est obligé d'en prendre une partie chez d'autres et en fait, chez les 3 autres qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire Bouygues Télécom, Orange ou SFR. Donc, après, il y a différentes catégories de MVNO. Il y en a qui font des accords de licence et qui utilisent le nom d'opérateurs, comme par exemple Orange Mobile ou Fnac Mobile. M6 Mobile. Excusez-moi, M6 Mobile ou Fnac Mobile. Donc là, en fait, ce sont des accords de licence. Ils font strictement rien. Ils prêtent leur marque. C'est comme, je sais pas moi, Gucci qui donne sa marque sur des lunettes. Donc ils s'occupent de rien et c'est l'opérateur qui fait tout. Donc je suis désolé de le dire, mais c'est de la fausse concurrence, quoi. Et ensuite, vous avez en fait une deuxième catégorie, donc c'est les vrais, les purs. Et les purs, selon Geoffroy Roux de Bézieux, qui en fait gèrent leur base client, gèrent leur carte SIM, en fait, donc la carte qui se trouve à l'intérieur du téléphone, et par ce biais-là, donc ont une plus grande maîtrise de leur portefeuille client, et le facturent entièrement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 catégories de MVNO en France, et tout ça, ça représente que 2%, c'est-à-dire à peu près 1 million d'abonnés par rapport à 50. Donc, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est quand même un marché en France qui est plutôt étroit quand on voit ce qui se passe en Angleterre ou au Danemark ou dans d'autres pays. Où là, ces opérateurs, ces nouveaux opérateurs, je crois qu'un totalisent quelle part de marché comme Virgin en Angleterre, c'est à peu près 8%. Donc, c'est quelque chose de 3,5 millions de clients. 3,5 millions de clients, donc c'est très significatif. Et ça a démarré en 99. Alors ça a démarré beaucoup plus tôt. Au Danemark, je crois que la part des MVNO, c'est à peu près 25%, donc c'est des tailles de marché très importantes. Voilà. Donc des nouveaux opérateurs qui effectivement ont démarré, je crois que c'était Debitel le premier en juin 2004, Brez Mobile en juillet 2004, et puis on en est maintenant à 17, dont effectivement, parce que c'est compliqué quand même pour les gens, Universal Mobile ou M6 Mobile, ce ne sont pas des nouveaux opérateurs, et pourtant ça y ressemble. Jean-Luc Costanza, un nouvel opérateur, ça c'est censé amener quoi aux consommateurs? Parce que là, on se dit que Orange, SFR, Bouygues Télécom, bon voilà, le marché est déjà bien ordonnancé, avec des offres très concurrentielles. Nouvel opérateur pour faire quoi? Des prix plus bas? Oui, vous avez raison de dire que le marché était bien ordonnancé, mais c'était plus l'ordonnance d'un monopole partagé que celle d'une concurrence avec des prix bien concurrentiels. Entre 1000 chiffres, si vous voulez, la France a un triste record en Europe qui est celui d'être le pays où il y a le moins de clients mobiles. Si on admet que la mobilité, c'est quand même des PME qui marchent mieux, la coordination de la vie personnelle et puis un signe de croissance en fait et une création d'emplois, on est un peu embêté et ça fait des années que beaucoup dans ce métier essayent de dire comment on peut amener des tarifs plus bas et de l'innovation avec plus de concurrence. Donc, quand vous dites la France a ce triste record européen, par rapport à nos voisins directs, la pénétration du téléphone mobile est bien supérieure. En France, on est encore à 82% de pénétration, alors qu'il n'y a pas un pays voisin important qui n'a pas dépassé 100% aujourd'hui. Les pays comme l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne aussi, je crois, et tous les pays nordiques ont plus de 100% de pénétration. C'est-à-dire que les gens ont souvent 2 mobiles. Il y a des gens qui n'ont pas de mobile, mais il y a des gens qui ont 2 mobiles, par exemple, parce qu'ils ont 2 vies. Ils ont une vie personnelle et une vie professionnelle, parce qu'ils ont 2 usages, parce qu'ils empruntent un à leurs enfants, etc. Et donc, en France, on avait, en tout cas, un retard dans le marché mobile qui était lié à ce relatif, si vous voulez, on a vraiment une situation de monopole. Simplement, au lieu d'avoir un seul opérateur en monopole, on en avait 3. On était comme ça dans la DSL avant 2002. Et regardez ce qui s'est passé en 2002. On disait, la DSL, la France est en retard, il n'y a pas de croissance du marché, etc. Et puis, il y a eu des décisions réglementaires intelligentes avec le dégroupage. Il y a eu des opérateurs qui ont pris des risques, Neuf, Free,
Et puis d'un seul coup, la France est en avance dans le secteur important du haut débit dans les foyers. Donc la France peut rattraper son retard et si elle le peut, c'est grâce à vous, nouveaux opérateurs que l'on peut imaginer et espérer reprendre un lead. Le retard de concurrence se rattrape toujours avec des concurrents. Donc il faut des concurrents. Cette année, sont arrivés ce qu'on appelle les MVNO, donc les nouveaux opérateurs du mobile. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins d'1 million de clients, mais c'est vrai aussi qu'on a démarré cette année. La croissance est quand même relativement rapide pour quelque chose qui est nouveau. On peut penser que dans 3 ans, 4 ans, Virgin, TEN, Energy auront 5 ou 6 ou 8 millions de clients, exactement avec le même genre de croissance que la DSL. Et en faisant ça, on va apporter des nouveaux services et on va apporter des prix plus bas. C'est mécanique. Et si ça coince, il faut compter. Alors, en ce moment, ce n'est pas très dynamique, mais sur le régulateur avec la bénédiction du gouvernement pour nous aider à décoincer le marché. Prenons le cas d'Énergie. Vous, très clairement, vous ciblez plutôt les jeunes. Qu'est-ce qui fait que l'offre énergie aujourd'hui est plus sexy, plus intéressante, plus attractive que celle d'Orange, par exemple, qui lui aussi a, on le sait, un public jeune important, ou Virgin, qui a mis Doc Gynéco encore récemment à l'honneur et qui cible aussi cette clientèle-là. En quoi vous êtes différent ? Bon. Tout d'abord, le groupe Énergie s'intéresse au mobile depuis longtemps. Il se trouve qu'à la fin des années 90, début des années 2000, on avait déjà envisagé d'entrer dans ce métier-là. Le contexte réglementaire s'y prêtait moins. Le créneau de tir, entre guillemets, était bien meilleur en 2004. Donc, ce que je souhaite souligner, c'est que c'est stratégique pour nous. Et c'est stratégique pourquoi ? Parce qu'on veut... le mobile demain, et même aujourd'hui, est un média important dans la consommation et dans la distribution de musique. Donc on y va pour notre métier cœur, qui est la musique. À partir de là, le but, c'est pas d'attaquer le marché par les tarifs ou sur la voix. Nous, on n'est pas un telco d'origine, même on n'a pas cette expertise-là initiale. Le but est de développer des services directement liés à la musique. Donc ça va aller au démarrage, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui par du streaming, par du téléchargement, mais on va vivre avec l'évolution technologique, avec la facilité de télécharger, avec le déploiement, l'upgrade de l'UMTS, enfin des réseaux de 3e génération qui vont porter ce type de service. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, ça nous permet, l'idée et la stratégie d'Énergie est de produire des programmes musicaux, mais sur différents canaux. Donc on l'a fait sur la radio, c'est notre métier d'origine, notre métier de cœur. On a un web très puissant sur lequel on produit des web radios. On a depuis peu une télé numérique. Et donc le mobile vient compléter cette stratégie de suivre le client, le client ou l'auditeur, et de lui proposer un certain nombre de services musicaux. Mais c'est vrai que pour attirer ce client, il faut souvent des offres commerciale, je dirais, assez agressive. Ça a été le cas de l'illimité que vous avez, je dirais, inauguré, puis ensuite un peu stoppé. Ça marchait trop bien? Ça coûtait trop cher? Non, l'illimité était un axe d'entrée sur ce marché. Encore une fois, on n'y va pas pour attaquer le marché sur les prix. Alors on a utilisé l'illimité. En l'occurrence, aujourd'hui, je tiens à préciser que les gens qui sont en illimité et qui ont des recharges illimitées conservent cet avantage. Ceci étant, nous, on est dans ce marché-là pour développer du service et du contenu. Et donc, du service, on l'a vu, plutôt musical, plutôt payant aussi demain vidéo. Alors après, tous les modèles sont écrits dans la musique. Enfin, il y a toute une typologie de modèles, mais la plupart du temps, la musique, oui, c'est payant. Virgin Mobile avait aussi, à l'époque où Branson s'est lancé en Angleterre, donc vous le disiez en 99, il incarne une génération, la musique aussi énormément, plus le rock'n'roll d'ailleurs que l'opéra ou le baroque. Et en l'occurrence, au cœur de l'offre Virgin Mobile, aujourd'hui, c'est quoi? C'est du SMS illimité, là aussi, une offre commerciale assez différente de ce qui a été dit avant. Le marché français, tout le monde est d'accord, n'est pas très concurrentiel, n'est pas très bon marché. Mais il est surtout sur les petits consommateurs. C'est aujourd'hui le vrai problème. Historiquement, c'est un marché qui a une caractéristique, c'est celui de faire des forfaits depuis le départ. Et donc, quand vous êtes sur du 4 heures, du 6 heures, du 8 heures, le prix à la minute, à condition que vous consommiez tout votre forfait, est assez bon marché quand on le compare au reste de l'Europe. Quand on est en dessous de, alors je cite le chiffre, il n'est pas aussi blanc et noir que ça, en dessous de 35 € par mois, on est maltraité, ou on était maltraité en France. Donc nous, notre stratégie est très différente, c'est qu'on vise essentiellement les gens qui sont dans cette gamme de prix, alors qu'ils soient abonnement ou prépayés.
Puis le deuxième point, c'est qu'on croit fondamentalement que le marché n'est pas encore mûr pour toutes les applications de type musique ou contenu et qu'il faut d'abord se créer une base d'abonnés pour après éventuellement la faire leur migrer. faire consommer. Voilà. Donc on est parti sur une logique très mass market. On veut avoir beaucoup de clients, même s'ils ne consomment pas beaucoup. Aujourd'hui, combien de clients chez Virgin Mobile? Alors je ne vous répondrai pas. J'ai un des actionnaires qui est coté et donc on a des dates de publication. Donc on sortira des chiffres après Noël, mais on est très très en avance sur notre plan de marche. D'accord. Et Ceux le plan de qui, marche parce qu'on était a 1 dit, million sur tiens, 3 Virgin ans. Mobile, ça démarre mollement, ou enfin vous savez que c'est un marché qui... Je ne crois pas que c'est ce qui se dit, mais enfin, Non, non, en d'accord. l'occurrence, on est plutôt bien parti. Confiant. Mais cela étant dit, il faut être aussi lucide. Même si on est le premier des nains, c'est pas terrible, puisque les vrais concurrents, ils sont pas autour de cette table. Ils sont, un peu de regarder l'émission, c'est 90% du marché. Donc, notre stratégie, elle est simple, c'est de donner un avantage consommateur sur la voix ou sur les SMS aux clients. Donc, en forfait, c'est les SMS illimités, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, ça a été copié par les 3 opérateurs assez rapidement derrière, mais pas entièrement. Et puis, en prépayé, c'est un prix à la minute très compétitif et une durée de validité de 3 mois, quelles que soient les recharges. Voilà. C'est une offre qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui est mieux disante sur le plan financier, sur le plan value for money, que tout ce Mais qu'il y avait vous avant. vendez la marque Virgin, l'imaginaire autour, pour essayer aussi d'exister en tant que marque mobile. Oui, parce mais que... je crois, si vous voulez, que l'imaginaire de la marque, il vient qu'après. C'est-à-dire qu'il faut avoir une offre qui tient la route avant tout. Les gens, s'ils ne tiennent pas la route, ils ne suivront pas. C'est pas schizophrène de se battre contre un opérateur et en même temps de faire un gros accord commercial avec lui parce que vous avez besoin de son réseau? Alors oui, c'est complètement schizophrène. Moi, je suis déjà un peu schizophrène personnellement, donc voilà, on en ajoute un On petit est peu. tous des grands malades. Je voudrais juste revenir sur les chiffres qui ont été donnés. Bon, d'abord, le chiffre MVNO, c'est les vrais MVNO, celui que vous donnez. Ça écarte les M6 Mobile, Universal, etc., qui ne sont que des sous-marques des opérateurs, donc le million de clients qui a été cité. Le point qui est important, me semble-t-il, c'est pas tellement ce chiffre-là, c'est la part d'acquisition sur les nouveaux clients. Tous les mois, il y a des gens qui se rééquipent ou qui s'équipent, et c'est le poids des MVNO sur ce nouveau segment. Aujourd'hui, on tourne entre 10 et 12%. Là, j'ose pas dire la collective des MVNO, mais tous les gens qui sont autour de la table, plus d'autres. Il faut que ce chiffre passe les 30% pour qu'on commence à peser sur ce marché-là. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça veut dire que là où aujourd'hui, en volume global, on est à 2%, si on suit le marché mois après mois, votre part de voix est plutôt de 10 à 12%. Notre part de voix, collectivement, pas celle de Virgin, est autour de 10 à 12. Oui, c'est l'estimation qu'on a pu faire sur le mois de septembre, octobre. Bon, ça a pu varier un petit peu, mais c'est à peu près ça. Il faut qu'on passe à 30. Alors, il y a des obstacles. Il y en a notamment un que je trouve qu'on ne cite pas assez, c'est le fait qu'aujourd'hui, 70% des abonnés forfaits sont engagés dans des contrats. C'est une spécificité française de 24 mois pour l'essentiel. Et là, on a un vrai souci parce qu'on a beaucoup de clients qui veulent nous rejoindre ou qui rejoignent mes confrères qui disent non, moi je suis coincé. Vous rajoutez à ça effectivement la portabilité qui est encore une galère pas possible, donc qui devrait être réglée au mois d'avril. Et donc on a des vrais obstacles à la croissance qui ne sont pas seulement chez les opérateurs, enfin les accords qu'on a. Julien Dournion, ces contrats longs de 24 mois, cette portabilité attendue, espérée pour la fin d'année, et on nous renvoie là aussi de quelques mois en 2007, c'est très français. Et est-ce que, deuxième question, est-ce que ces nouveaux opérateurs sont-ils aussi vertueux qu'ils peuvent apparaître par rapport à ces 3 opérateurs historiques? Non, mais justement, est-ce que par exemple, en termes contractuels, c'est plus clair, plus transparent? Avec les schizophrène peut être vertueux. En 2002, on avait identifié 3 freins structurels à la concurrence. Le premier, c'est les délais de résiliation. C'est un secteur où il faut parfois 2 mois et demi pour quitter son opérateur. Incroyable. Alors même qu'on a vu une offre concurrente, mais par exemple une offre promotionnelle qui va ne durer qu'1 mois, eh bien on ne peut pas quitter son opérateur, alors qu'en téléphonie fixe, il faut 7 jours. Et que dans d'autres pays européens ou dans d'autres pays d'ailleurs extra-européens, on peut quitter son opérateur mobile en 2 jours. En France, il faut 2 mois et demi. Premier frein structurel. Second frein structurel, la portabilité. Donc on nous a créé une usine à gaz qui ne fonctionne pas. Et ça fait à peu près 2 ans qu'on attend. Rappelons ce qu'est la portabilité. Le fait de garder son numéro quand on change d'opérateur. Exactement. Donc on garde le numéro, donc on garde l'ensemble de ses contacts, etc. Puis le troisième frein qu'a cité M. Roux de Bézieux, c'est les engagements longue période. Alors là, c'est quelque chose de très difficile, j'ai envie de dire, à vendre, y compris au ministre, qui n'est pas très chaud pour reprendre cette disposition, parce qu'on nous dit, vous êtes des ayatollahs, il faut laisser la liberté. Si les gens choisissent 24 mois, c'est bien que ça leur rende service. Et en réalité, non, parce qu'on sait que les subventions que les opérateurs donnent pour pouvoir accéder à des terminaux moins chers, en contrepartie de l'engagement, sont en fait pas du tout proportionnées. C'est-à-dire que le cadeau qu'on nous fait n'est pas proportionné à la contrainte qui est de rester 24 mois. Et surtout, ça a un effet terrible, puisque ça verrouille le marché, puisque la concurrence ne peut jouer que quelques jours tous les 2 ans.
Voilà. Et d'ailleurs, Philippe Nass, le vice-président du Conseil de la concurrence, avait remis un rapport à Patrick Devedjian, identifiant cette question des durées d'engagement comme étant sans doute le dernier grand frein structurel à la concurrence en France. Premier point. Deuxième point, est-ce que ces nouveaux opérateurs présentent pour le consommateur, je dirais, des avantages évidents, peut-être plus de transparence, de clarté? Eh bien, non. Ah. Non. Mais ce n'est pas tout à fait de leur faute, en réalité. Parce que finalement, la grande question qui est posée, c'est à quel prix M. Roux de Bézieux, M. Constanza, etc., achètent en gros leurs minutes de communication aux opérateurs qui les hébergent. C'est ça. Et je crois savoir, bien que ce soit couvert par le secret des affaires, on ne va pas donner de chiffres, mais que M. Roux de Bézieux pour Virgin Mobile France achète en gros des minutes de communication beaucoup plus chères que ne le fait la filiale anglaise en Angleterre. Si bien que Virgin Mobile en Angleterre peut vraiment animer la concurrence, parce qu'elle a plus de marge de manœuvre tarifaire. En France, il n'y a pas un MVNO qui dispose d'une marge tarifaire suffisante pour pouvoir animer la concurrence par les prix. Aujourd'hui, la concurrence est animée commercialement, sur des forces de vente, sur des images de marque, mais pas sur les prix. Il n'y a pas de baisse des prix en France. Vrai, faux. Alors, je vais quand même juste répondre. Elle est peut-être pas aussi virulente et rapide que le souhaite Julien Dornion, je le comprends. Mais d'une part, oui, on achète nos minutes plus chères que Virgin Mobile les achète en Angleterre, indiscutablement. Je ne vais pas dire le contraire. Combien mais non, plus cher? Écoutez, de l'ordre de 30 à 40% pour donner un chiffre. Ah oui, quand même. On voit bien qu'il y a moins de marge de manœuvre. Mais ouais. on accepte de faire une marge plus basse. Et au total, si vous voulez, quand on sort une offre en prépayé chez Virgin à 27 centimes d'euros la minute, alors que la moyenne aujourd'hui est à 50, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de baisse des prix. On pourrait faire moins cher quand le SMS a baissé de prix, quand le SMS est gratuit limité chez Virgin, ou d'autres offres, je ne veux pas avoir l'air de faire trop l'article. Vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas baissé. Ça a baissé moins que ce qu'on peut souhaiter, moins ce qui arrivera plus tard, moins que ce qui est possible, mais on ne peut pas dire que ça n'a pas baissé du tout depuis un an. Marc Le Pinto. Ce qu'on voit aussi, c'est que les opérateurs historiques ont aussi, du coup, essayé de proposer des nouvelles offres illimitées. Le cas de Néo pour Bouygues, par exemple, qui donc ça a provoqué quand même un effet dans les offres des opérateurs historiques pour essayer, bien sûr, d'apporter un prix en moyenne plus bas. Oui, mais Jean-Luc Costanza, baisse des prix ou pas baisse des prix avec ces nouveaux opérateurs? La réponse à Julien Dornion, qui a raison, c'est vrai que les prix en France sont élevés, et les prix de détail, les prix de gros. L'autre facette, c'est qu'on peut toujours contourner le problème en innovant. Et la réponse qu'on a apportée, et qui est profondément nouvelle, non seulement en France, mais je pense en Europe, et je pense aussi dans le monde, c'est de faire d'autres services sur le mobile dont les gens ont besoin parce qu'ils leur facilitent la vie, soit qu'ils soient jeunes, soit qu'ils soient adultes normaux et qui ont envie d'avoir leur mail dans le bus, soit des pros, qui pour TEN sont Messenger, le mail, les blogs, donc tout ce que vous utilisez tous les jours sur l'Internet, vous l'avez dans votre poche. Ça, c'est le pari de TEN. C'est le pari de TEN, et on a choisi de le faire gratuit. Donc là, on peut parler non seulement de baisse des prix, puisque c'est des services qui existent parfois chez les opérateurs existants, mais qui sont chers, incompréhensibles, inutilisables, pas simples. Nous, on a choisi de les faire super simples, gratuits et illimités. Donc, c'est nouveau, ça. Non Alors, le mail gratuit et illimité, c'est nouveau de demain matin, en fait. D'accord, donc ça, c'est une annonce ce soir. Gratuit et illimité, c'est nouveau d'il y a 15 jours. D'accord. Donc, c'est une annonce. Tout passe en illimité et en gratuit sur les services Internet mobiles. Exactement. Mail et messagerie et surf. Le surf, on va donner 1 mégaoctet à tous nos clients. Là, pour venir, j'ai pris le plan sur mon mobile, sur page jaune, le plan pour arriver chez vous, là, direct 8. Et j'ai compté, parce que je m'attendais à ce qu'on me demande la question, j'ai consommé 9 kilooctets. Donc, je peux faire une centaine de recherches par mois, gratuitement, de ce genre sur l'Internet, qui est une recherche typique avec un plan quand même, avec 1 mégaoctet gratuit. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un mégaoctet, donc il faut simplifier tout ça. Tout à fait. Alors, ça veut bien dire que quand on fait de la concurrence, on peut effectivement souffrir momentanément, et je pense que c'est momentané, d'un tarif de gros cher, c'est-à-dire qu'on achète nos minutes à SFR, Bouygues ou Orange un peu cher, mais on contourne le sujet en allant faire des nouveaux services gratuits. Et ça, c'est vraiment très important, parce que ces nouveaux services, sans concurrence, ils n'arrivent pas. Geoffroy Roux de Bézieux, quand vous voyez les offres Internet mobile, ça vous semble être en avance de phase ou est-ce que c'est... Jean-Yves ne me voudra pas de dire que c'est une offre très intéressante, mais que pour une offre de niche aujourd'hui... pas grand public. Et qui n'est pas encore grand public, elle le sera peut-être. Donc le jour où elle le sera, on copiera sans vergogne ce qu'il a fait en faisant de manière peut-être plus mass market, mais... je pense que le gros du marché aujourd'hui, il est encore dans la voix et les SMS, et c'est là que la facture est importante, notamment encore une fois pour les bas revenus, ou pour les, d'ailleurs pas forcément les bas revenus, mais les gens qui dépensent
en moyenne 30-35 euros ou moins dans leur mobilier. Quand on a goûté à la messagerie instantanée, c'est un peu la mort du SMS, notamment pour le chat SMS. Quoi, oui, et puis on verra bien vite que le mail gratuit, c'est quand même plus puissant et beaucoup plus gratuit que le SMS. Nous, on essaie de faire des SMS pas chers, mais c'est infiniment plus intéressant de faire des mails. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, là où Geoffroy dit que c'est une offre de niche, c'est que mon correspondant, il est derrière un PC, il n'est pas encore derrière un mobile. Mais ça va aller assez vite, puisque c'est des usages qui sont parfaitement connus. Tout le monde utilise le mail, tout le monde utilise Messenger. Et demain, on peut imaginer, parce que certains avaient déjà certains services, comme ceux que vous citiez, que les 3 grands opérateurs appliquent la même stratégie commerciale avec des offres similaires, identiques, et par conséquent que votre avantage concurrentiel se retrouve un peu diminué. Est-ce que vous estimez à horizon 2 ans que TEN doit peser combien d'abonnés? Parce que vous êtes 17 en tout, il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Alors, je vous fais le pari que dans 1 an, les gros opérateurs font le mail gratuit. Et TEN aura inventé à nouveau quelque chose, puisqu'on a prévu d'apporter une innovation tous les 15 jours pendant 6 mois. Je pense que d'ici 1 an, on aura inventé un nouveau truc. Tous les 15 jours ouais. Vous verrez. Deuxièmement, la concurrence, encore une fois, quand ce n'est pas par les tarifs, c'est par l'innovation. Et donc, effectivement, des opérateurs vont nous copier. Mais prenez l'exemple de Free, par exemple, dans le fixe. Ils ont apporté des innovations. Parfois, ils n'étaient même pas les premiers à les apporter, mais ils les ont mises en avant. Et ils se retrouvent aujourd'hui avec 2 millions de clients et comme étant un des animateurs ou l'animateur principal de la concurrence dans le fixe, dans le haut débit. Et ils nous parlent de fibre optique, ils nous parlent même de mobile. Ils se sont mis en avant du marché en innovant. Donc, et en partant de petits créneaux avec des petits nombres de clients. C'est ça votre ambition, c'est que TEN devienne le Free de... Oui, pour l'instant, on peut dire que c'est un peu flatteur, mais je pense que dans 6 mois, on sera considéré comme le Free du mobile, absolument. Bon, très bien. En tout cas, belle déclaration d'intention. Julien Dournion. Oui, à 45 centimes d'euros la minute, je ne sais pas si c'est tout à fait Free. Parce que le pari de Free, c'était de rentrer en bas du marché, de faire rentrer des gens dans son aquarium, en quelque sorte, ce qu'il a réussi, puisqu'il y a à peu près 2 millions de personnes dans l'aquarium. Et maintenant, Free est en train de déposer un caddie et puis faire des courses. C'était le modèle de Free. Il a sa légitimité, puisqu'il a permis à un grand nombre de personnes, notamment d'avoir les offres triple play, avec pas mal de problèmes de temps en temps. Mais c'est un modèle gagnant et qui était de l'intérêt des consommateurs. Alors, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les CMVNO dont on parle, même si, quelque part, ils sont rentrés, ils ont mis le pied dans la porte, en quelque sorte, et les moyens d'avoir la même politique a eu Free sur le fixe. Parce que, une fois encore, il va bien falloir négocier des prix de gros plus bas pour pouvoir animer la concurrence. La concurrence, c'est pas avoir 17 acteurs qui vont capter, par exemple, 5 ou 10%. Si les prix ne baissent pas, pour nous, le consommateur, à un moment donné, la concurrence, elle doit se traduire par une baisse des prix. Or, une récente étude finlandaise du ministère des Télécommunications a montré que les prix en moyenne ont baissé de 28% en Europe depuis 2000, sauf dans 2 pays, en Islande et en France, où ils ont augmenté de 1%. Okay. Juste un mot, ce combat des 17, pour aujourd'hui 2% de part de marché, on voit bien que les marges de manœuvre sont extrêmement étroites, donc ça peut mécaniquement monter, mais il y a quand même beaucoup d'entrants. Et si on prend les derniers à se lancer, alors qu'ils soient des purs ou pas tout à fait purs, on prend Auchan Télécom, on prend Carrefour, Carrefour Mobile, enfin A-Mobile et Carrefour Mobile, ce sont des acteurs importants, puisqu'ils vendent, eux, dans leurs magasins, dans leur surface, des centaines de milliers d'abonnements pour les grands opérateurs. Tout à fait. Je pense que un élément de dynamisation du marché, notamment pour que les prix baissent un petit peu plus, c'est l'arrivée de la grande distribution comme Auchan et Carrefour, qui vont faire un peu ce qu'ils ont fait dans d'autres secteurs. La marque distributeur, c'est des choses qui ont marché dans l'alimentaire, qui ont marché dans certains autres domaines de la distribution. Et à partir de là, je crois que ça va pousser quand même ces grandes enseignes à faire des prix plus bas, puisque c'est quand même leur positionnement par rapport à des offres plus segmentées dont on vient de parler, par exemple celle d'énergie. Donc là, on va avoir quand même une bonne force de frappe sur le marché, d'autant plus que ces gens-là maîtrisent aussi le réseau de distribution de façon parfaite, puisqu'ils distribuent déjà... Tesco, qui est un grand distributeur en Angleterre, en est à 1 million d'abonnés, donc c'est un modèle gagnant en Angleterre. Vous pensez que ça sera également un modèle gagnant en France? Oui, sur le nombre de concurrents. Bon, encore une fois, il y a les uns et les autres. Les jeux qui ont donné une licence de marque n'ont aucune maîtrise de ce qui va se passer, donc au gré de... Est-ce que le consommateur... Oui, mais ça veut dire simplement que dans 6 mois, dans 1 an, Orange aura changé d'avis, il n'y aura plus d'M6, ou il n'y aura plus de... Vous ne pensez pas qu'ils ont sécurisé leur contrat? Ils n'ont sécurisé rien du tout. Ils ne maîtrisent ni le marketing, ni l'offre, ni les clients. Donc c'est un deal qui n'a pas d'avenir. C'est gagnant-gagnant quand même. Oui, ils font effectivement tout de suite de l'argent. Donc, mais même pour l'opérateur qui trouve là peut-être des niches nouvelles ou du recrutement nouveau. Pour l'opérateur, c'est gagnant, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit pérenne. Par contre, effectivement,
effectivement, donc on est 10 vrais MVNO, il y aura des regroupements, c'est sûr et certain. Debitel est déjà à vendre, c'est un semi-scoop ou pas un scoop. Donc il y aura des regroupements. Vous êtes intéressé par Debitel ? Écoutez, pourquoi pas. Jean-Louis Constanza sera peut-être un vendre ou TEN un jour, ou il rachètera, j'en sais rien. Donc, non, mais c'est sûr qu'il va y avoir des regroupements. Moi, je crois par contre, contrairement à mon voisin qui a secoué la tête, que Auchan et Carrefour sont des gens sérieux parce qu'ils ont effectivement le réseau de distribution et ils seront là sur un créneau purement prix. Ils seront là pendant assez longtemps. Philippe Leroy ? Je pense que le mouvement de tête de Julien Dorion, c'est pas tellement sur la légitimité d'Auchan et Carrefour de savoir vendre en masse du prépayé pour commencer, ensuite de l'abonnement. Il y a une vraie, quand même, dans tout ce qu'on dit là, et là tout le monde est d'accord autour de la table, c'est qu'il y a un problème structurel de concurrence, c'est l'accès à la matière première. On peut pas faire de miracle sur les prix si on achète en gros un prix à la minute élevé, exorbitant par rapport au marché européen. On sait de bonnes sources journalistiques, industrielles, que l'ARCEP, donc le régulateur des télécoms, un peu le gendarme du marché, doit rendre à la fin de l'année un rapport à la Commission européenne qui lui a demandé de faire le point justement sur la situation du marché français. Et on peut déjà dire aujourd'hui que l'ARCEP va quand même aller dans un sens qui est quand même pas très très favorable aux 3 opérateurs installés qui sont chargés de louer leur partie de réseau à ces messieurs-là, en disant qu'effectivement, les conditions de la concurrence, si on s'en tient à ce qu'on voit aujourd'hui, y compris sur ce plateau, il y a des TEN, il y a des Virgin Mobile, donc la concurrence existe. La réalité, c'est ce que dira l'ARCEP, c'est que c'est beaucoup plus compliqué et le cadre d'une bonne concurrence n'est pas réuni en France pour pouvoir effectivement faire baisser les prix et que ça profite vraiment aux consommateurs. 20 opérateurs, dont 3 totalisent 98% du marché. C'est en résumé la position du régulateur aujourd'hui. Et on dit 2 ans, donc effectivement Debitel 2 ans. Depuis Debitel, qui était quand même pas une marque très très forte, il y a effectivement des Virgin Mobile qui sont arrivés. Jean-Louis Costanza arrive sur un marché de niche avec, disons, il s'adresse un peu aux utilisateurs très avancés, à la fois une famille un peu qui est très consommateur d'internet, de mobile et puis de logiciels de messagerie instantanée. Il a sa carte à jouer. On entend mass market. Bon, le mass market, c'est le marché de masse, si on veut parler un peu français. Ah, c'est donc ça. C'est quand même plutôt Auchan et Carrefour qui sont quand même bien placés parce qu'ils ont quand même tous les jours des millions de consommateurs chaque semaine qui passent dans leur boutique. Donc voilà, il y a beaucoup de volonté. Il y a des acteurs qui sont motivés, qui sont prêts à être imaginatifs sur les forfaits. Ce que disait Jean-Louis Costanza, il a raison. C'est vrai que tout ce qu'ils vont faire là autour de la table va faire bouger le marché. C'est-à-dire qu'un Orange, un SFR ne pourra pas rester avec ses forfaits à l'ancienne quand en face on proposera de les limiter sur les SMS, sur la voix, du Messenger, etc. Néanmoins, en termes de prix, et au final on retombe toujours sur cette question pour le consommateur. Monsieur Roux de Bézieux parlait des clients qui dépensent moins de 40 € par mois sur leurs frais de mobile. Ça représente un certain nombre de personnes. Eux, au-delà des marques, etc., ils font quand même le calcul, ils savent effectivement où est leur intérêt, et l'intérêt c'est sur les prix. Et aujourd'hui, on n'est pas dans une situation favorable pour ça. Jérôme Birba, Énergie Mobile. Oui, moi je partage un peu l'avis de Jean-Louis Constanza. J'espère que je vais bien le retraduire, mais bon, nous on n'attaque pas par les prix. De toute manière, j'enfonce une porte ouverte, les contrats de gros aujourd'hui ne nous permettent pas d'aller très très loin dans l'attaque. Donc effectivement, on peut prendre une stratégie très très risquée d'aller très loin dans le prix de détail, mais ça va vite connaître ses limites si on n'est pas capable de faire de l'acquisition. Donc c'est quand même le premier élément clé dans ce métier, c'est d'aller chercher, de montrer à son opérateur hôte qu'on est capable de faire de l'acquisition et de ramener du client. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, nous, encore une fois, j'insiste, on va déployer au cours des mois des services musicaux, mais liés au domaine de l'entertainment et qui vont être convergents par rapport à nos autres médias, notamment avec le web et avec la radio. Je pense que troisième point qui est pas neutre, alors on ne fait pas un business model court terme sur ça, mais on est quand même sur des évolutions technologiques majeures sur ce métier-là. Alors l'UMTS se développe, derrière des normes supérieures arrivent très vite. Nous on travaille avec notre filiale de diffusion sur la DVB-H par exemple, la Towercast étant la filiale de diffusion du groupe Énergie. Donc là on sait que DVB-H, on en a déjà parlé, mais c'est notamment pour permettre la diffusion de télévision. C'est du broadcast en fait, c'est de la télé numérique sur votre téléphone mobile. Mais
Derrière, effectivement, on a des offres liées au chat, enfin à l'IM, qui vont devenir beaucoup plus accessibles. Et ne serait-ce que aussi l'évolution des terminaux. C'est quand même majeur, quoi, l'évolution des terminaux aujourd'hui que vous avez en main. Notamment la capacité d'embarquer de la mémoire ou de lire un certain nombre de formats. Donc nous, j'aime pas le mot pari, mais enfin on parie sur le fait que tout ça va quand même évoluer très vite et va dans le sens justement d'offres convergence sur le contenu et sur les services. Les objectifs d'énergie mobile, c'est 1 million de clients fin 2008 ? En année 3, en fin d'année 3, oui, ça fait donc fin 2008. Ce qui est là pour le coup un pari. C'est un pari en tous les cas par rapport à notre business plan. On est complètement dans les clous aujourd'hui. Bon, très bien. Oui, vous vouliez ajouter, Julien Dournion, sur cette situation de pseudo-libération du marché. Oui. Revenons aux consommateurs encore une fois, parce que je crois qu'entre les vrais et les faux, il est paumé. Je comprends bien que vous disiez qu'il y a les purs et les impurs, mais pour un consommateur, soit il y a les trois gros, soit il y a tous les autres. Et effectivement, est-ce que c'est important pour lui qu'il sache que dans un cas, c'est une licence de marque et dans l'autre, c'est un vrai pur et dur MVNO? Pour lui, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on regarde le consommateur, c'est quoi? C'est la valeur ajoutée des services qu'on lui propose et le prix pour aller vite. Or, on fait le constat que, en réalité, les innovations ne sont pas si grandes que ça. Bien sûr que chaque MVNO va rechercher un peu une niche et exploiter cette niche. Alors, souvent, ce sont les adolescents d'ailleurs, les niches. Ou alors des gens. Vous y voyez un risque, justement, à trop pousser la consommation de produits annexes? Vous savez, il y a un rapport en Allemagne qui vient de sortir sur un nouveau phénomène qui n'existait pas il y a 10 ans, et qui est le mini-surendettement des très jeunes consommateurs, qui ont des petites dettes de 100, 150, 200, 250 euros avec un opérateur mobile, et qui est un phénomène assez récent, mais ça c'est lié au fait qu'avec un téléphone, l'adolescent est assez vulnérable, puisqu'on peut le contacter directement dans sa poche. Donc on lui demande d'appuyer sur des touches, et il paye des services, donc des sonneries, etc. etc. Et donc, j'ai envie de dire que c'est un autre débat, mais c'est le débat autour du thème, finalement, l'adolescent n'est pas un consommateur comme les autres. Et donc, il faudra lui inventer des règles de protection particulières. Pour la téléphonie, mais dans d'autres secteurs aussi. Et pour revenir à la concurrence, je ne crois pas que la grande distribution puisse faire jouer la concurrence sur les prix. Parce que la force de la grande distribution, c'est sa force de vente, d'abord. On le voit d'ailleurs très bien sur un marché spécifique, qui est le marché du livre. Il y a un prix unique. Donc, quelque part, la grande distribution ne peut pas se battre sur les prix, puisque le prix est unique. Et il gagne chaque année des parts de marché sur les libraires indépendants. Et ils gagnent sur quoi? Pas sur les prix, sur la force de vente. Une fois encore, en téléphonie, ils vont gagner effectivement des parts de marché, mais pas sur les prix, sur leur capacité à vendre et à capter de la clientèle. Geoffroy Roux de Bézieux. Oui, un mot quand même sur le contexte de régulation. Il y a quand même un événement qui est passé un peu inaperçu, je trouve, par rapport à l'enjeu, c'est l'annonce qu'il y a des candidats pour une 4e licence en France. C'était cette semaine. Cette semaine. Enfin, on en a connu un. Free. Il y en a au moins deux. Aussi, alors, il y a en fait, moi, ce que j'ai compris, enfin là, je parle sous contrôle des journalistes. Il y a Free et Nous qui ont annoncé une intention sous réserve, etc. Candidat à la candidature. Voilà, candidat à la candidature. Politiques. Et je crois qu'il y a deux autres groupes qui ont fait part d'un éventuel intérêt, etc. Nous, on a dit, alors je peux vous répondre ce que nous, on a répondu, c'est un peu trop tôt pour nous et que les conditions de l'attribution ne sont pas satisfaisantes aujourd'hui. Mais s'il y a une 4e licence en France, ça aura deux conséquences très simples. Ça va effectivement avoir un gros effet sur la concurrence, mais aussi pour les MVNO, puisqu'il y aura quelqu'un d'autre à qui on pourra acheter des minutes, qui lui aura tout intérêt à vendre un maximum de minutes, aura un réseau à payer et sera prêt à l'amortir à des prix beaucoup moins élevés que ceux qui sont aujourd'hui. Donc, certes, les conditions de contrat commercial ne sont pas idéales aujourd'hui, elles se sont d'ailleurs notoirement améliorées depuis quelques mois. Et je pense surtout que le sens de l'histoire va dans le bon sens. Donc, c'est la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Vous aussi, vous pensez qu'une 4e licence UMTS permettrait d'aérer le marché et profiterait au MVNO? Alors, je le pense, mais juste avant, je vais répondre à ce que disait Julien, qui est Dournion du UFC, qui est tout à fait dans ce rôle en disant que les tarifs ne baissent pas assez vite, et nous le pensons aussi. Mais il ne faudrait pas rester sur l'idée que les MVNO se mettent subitement à être plus chers que les gros opérateurs. La réalité, c'est le contraire. La plupart des MVNO sont moins chers, voire assez discounters dans leur positionnement que les gros opérateurs. Et ils le sont à un moment où c'est en plus pas favorable pour eux.
Non mais quand on a ouvert le marché fixe en 98, on se retrouvait avec des rentabilités qui étaient négatives. Il y avait 153 opérateurs fixes et aujourd'hui il y a des opérateurs qui ont fait baisser les prix dans le marché fixe 5 ans après, 6 ans après. Hein. Ça n'a pas pris non plus des décennies comme Neuf, Free et les autres et qui ont fait avancer le marché. Donc on est à ce stade de démarrage, mais la plupart des MVNO, vous disiez la minute est à 45 centimes. Non, chez TEN, elle est à 30 et quelques ou 28 et quelques selon les forfaits. Par exemple, chez Virgin, elle n'est pas chère. Et en plus, ces opérateurs offrent tous quelque chose d'important et qui n'est pas forcément de niche. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que l'Internet mobile, c'est 15 millions d'internautes hard qui font du mail tous les jours et qui ont envie d'avoir leur mail dans le bus. Énergie Mobile offre quelque chose de plus, Virgin offre quelque chose de plus. On a à la fois quand même une tendance à avoir des tarifs plus bas et des innovations. Je ne serais pas aussi pessimiste. Je pense que l'histoire va dans le bon sens. Alors, pour la 4e licence, c'est encore un pas de plus. Et si un opérateur est assez avancé et assez bien financé, ce qui n'est pas le cas des MVNO aujourd'hui, on le regrette tous, mais on vient de démarrer. Virgin à 8 mois, TEN à 6 mois, on n'a pas les ressources financières pour faire ça. Mais si un opérateur comme Free peut mettre un pas en avant et puis dire je vais construire un réseau en France, c'est sûr qu'on sera tous là pour venir être hébergés sur ce réseau le moment venu. Virgin, vous avez mis combien 10 millions d'euros de budget publicitaire, d'investissement publicitaire depuis... Vous voulez dire en France? Ouais. Un peu plus même. Un peu plus, donc ça fait quelques moyens pour gagner des clients quand même. Le groupe a les moyens éventuellement de considérer une licence. Moi ce que je crois aujourd'hui c'est que les conditions ne sont pas assez claires pour cette 4e licence. Notamment, il y a un point très clé. Le ministre s'est exprimé vendredi, je crois. Oui, il y a une interview dans Les Échos que je trouve, très lâche dans sa manière de fonctionner, parce que aujourd'hui, il dit je veux 689 millions d'euros, ce qui est le prix de la licence, mais je ne toucherai pas à une seule des règles de fonctionnement. Or, il y a plusieurs problèmes. Les obligations de couverture doivent être revues à la baisse, en tout cas dans la durée. Sans être trop technique, on se souvient que ce montant-là, 680 millions, c'est en gros ce qu'ont payé Orange, SFR et Bouygues. Exactement. On se dit, pourquoi est-ce que celui qui arrivera en 4e paierait moins cher? Parce qu'il arrive quelques années après et que la concurrence a fait, l'évolution du marché a fait que c'est plus difficile. Il arrive 10 ans après le GSM, exactement, même un peu plus que 10 ans, et 4 ans après les premières licences UMTS. Mais l'autre argument qui est très important, c'est que dans les autres pays d'Europe, quand il y a eu un 4e opérateur, ça se passe en ce moment en Espagne par exemple, on lui a donné accès au réseau des autres pendant un certain nombre d'années pour pouvoir avoir une couverture nationale d'entrée. Donc il a, si vous voulez, 10 ou 20% du trafic sur son propre réseau et 80% sur le réseau de quelqu'un d'autre. Or ça, aujourd'hui, dans les conditions d'attribution de cette capitalisation, c'est pas clair du tout. Personne ne se lancera en France s'il n'y a pas une directive très claire du ministère de l'Industrie et de l'ARCEP en disant aux 3 opérateurs, vous devez ouvrir à un tarif basé sur les coûts, c'est-à-dire pas à ce qu'on a aujourd'hui, votre réseau pour qu'un 4e opérateur vienne. C'est ce qui s'est passé dans d'autres pays d'Europe et je crois qu'il faut que ça se passe en France. Et à ce moment-là, je pense que Julien Donin sera d'accord avec moi pour dire qu'à ce moment-là, la concurrence s'exercera à plein. Oui, de toute façon, on devrait baisser le prix d'accès. Il y a un intérêt consommateur à ce que finalement il y ait un 4e opérateur, évidemment, pour la concurrence, et qu'on baisse la barrière d'entrée, parce que finalement faire payer cher un droit d'entrée, c'est finalement faire une barrière à la concurrence. Il y a un autre moyen de faire payer l'opérateur, qui est d'ailleurs dans le cahier des charges des 3 premiers, c'est qu'il y a une redevance qui est payée par l'opérateur en fonction de son chiffre d'affaires. Donc l'État peut se rémunérer en fonction du chiffre d'affaires que va faire l'opérateur. Ça nous semble beaucoup plus vertueux plutôt que de faire une barrière à l'entrée. Et on a éventuellement là des acteurs qui seraient prêts à tenter l'aventure, mais qui, pour des raisons de coût d'entrée, hésitent. Bon, donc vous pensez que cette histoire de 4e licence va nous emmener jusqu'à quand à peu près? En 2007? C'est les élections en 2007. Oui, il semblerait qu'il y ait les élections. Après les élections. Bientôt les élections. Voilà, donc il est possible que tout ça soit remis. Là encore, on l'a vu en entrée avec Philippe Leroy à propos des temps d'attente sur les hotlines. On en a parlé également avec ce rapport de l'ARCEP. On en parle à nouveau sur la 4e licence. On a quand même l'impression que là, le secteur des télécoms est en attente peut-être d'une régulation un petit peu plus directive pour ouvrir encore davantage le jeu, comme ça a été le cas sur l'Internet. On voit d'ailleurs que même quand le jeu est ouvert, si on prend l'opérateur historique, il défend formidablement bien ses positions. Il est à, je crois, 45% sur l'ADSL avec Orange. Maintenant, c'est à peu près sa part de marché sur le mobile. Jean-Luc Cosenza, vous pensez que les politiques vont mettre ces enjeux de télécommunications au cœur de la campagne, ou est-ce qu'on a quand même l'impression que c'est le désert abyssal, personne n'en parle?
Je ne prends aucun risque, je vais parler du passé plutôt que de l'avenir, c'est beaucoup plus simple. Je pense que dans le passé, il y a eu un moment où les politiques, c'est-à-dire l'ARCEP, l'ART à l'époque, et les politiques en soutien moral, je dirais, ont fait vraiment avancer le marché français, c'était pour le dégroupage. Ce qui a fait qu'en France, d'un seul coup, de pays arriérés dans l'Internet, comme on disait tout à l'heure, on est devenu l'exemple que les Coréens viennent visiter. Bon, il est évident que c'est un modèle à appliquer plus tard dans d'autres secteurs de l'industrie des télécoms, c'est-à-dire laisser rentrer des Neuf Télécoms, des Free, des Télé2, qui apportent au foyer, d'une part, aux PME, d'autre part, des services qui font avancer l'économie. C'est ce que l'on a compris, en tout cas, en vous entendant. Donc, on avis à ceux qui nous regardent et aux politiques pour qu'effectivement, on passe de 83% de taux de possession de mobile à 100, 102, 103, 105%, comme chez nos voisins européens. Et nous accueillons, pour terminer cette émission, il nous reste 7 minutes et demie, Fanny Bouton. Avec Fanny, Noël approchant, on quitte le mobile. Mais pas les puces, parce que là, il y en a de partout. Il y en a de partout, ça veut dire que dans n'importe quel jouet aujourd'hui, il faut parler d'électronique et de robotique. C'est l'un des enseignements du Noël qui arrive. Voilà, exactement. On arrive, alors entre autres, avec les animaux. On a Moustache le chat et Prince Caramel le poney, qui sont les nouvelles versions. Donc alors, si vous avez un F2 voilà. ou un Coquette Studette, c'est raté. Parce que Prince Caramel, voilà, donc, il prend de la place. Il prend de la place, mais il peut supporter un enfant jusqu'à 35 kilos. Donc voilà. C'est une peluche. C'est une peluche, sauf que c'est une peluche qui a un animatronique à l'intérieur, donc vraiment un petit peu comme des robots qu'on avait dans les films avant, etc. Ils sont animés au niveau du visage, etc. Et ils font des bruits, ils répondent à la voix, on les appelle. Par rapport à la poupée lambda, en quoi c'est plus intelligent? C'est quoi? C'est un mix entre Furby et... Voilà, c'est une peluche, un peu comme le Furby, c'est-à-dire qu'on a le visage qui est animé, il va ronronner, il va faire miaou quand il a envie, on peut lui gratter la couenne, etc. Mais on peut l'appeler aussi par son petit nom. Et je ne sais pas s'il va répondre, mais Moustache est un peu sourd quand même. Moustache est sourd. Voilà. Ce qu'on peut faire surtout, c'est par exemple pour le poney, la petite fille, parce que c'est le rêve de toute petite fille, et certains papas ne vont plus avoir le choix, il va devoir payer le fameux poney. Elle peut monter dessus, taper sur la croupe, et là il va faire tagadac, 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 c'est fabuleux. C'est un vrai rêve. Alors, on voit effectivement, donc là c'est Moustache, voilà, donc Moustache de l'électronique partout. Voilà. Il n'y a pas de télécommande, on est d'accord. Là c'est uniquement tactile. Tactile, voilà. Vocal, et aussi ça réagit à la lumière. C'est-à-dire que le soir, quand on éteint la lumière dans la chambre, l'animal va s'endormir en même temps que l'enfant. Et pour le poney, là, faites-nous voir 2 secondes de quoi il retourne. Alors, le poney, on va y aller. Donc, Prince Caramel. C'est pas une... Hop. Il faut juste récupérer. Hop, voilà. Ah oui, d'accord. Donc, on va le laisser faire ses petites mimétiques. Voilà. Donc, précisons quand même que le poney ne démarre pas. Voilà, il reste fixe sur place, il ne bouge pas de la chambre. Donc le chat, le poney, c'est quoi? C'est combien de centaines ou de milliers d'euros? C'est pour les gens très fortunés. Moustache vaut 60 €, ce qui reste abordable, mais quand même une peluche. Oui, bien que bon, les peluches sont quand même assez chères, donc c'est un petit plus. Une cartouche jeu vidéo, en gros. Voilà, exactement. Par contre, Prince Caramel vaut quand même 350 €. 5 cartouches ou une console, d'accord. Voilà. Alors, quoi de neuf, toujours dans le rayon enfant électronique? Enfant, jouets pour petites filles encore. Oui. Un des premiers jouets électroniques. Alors ça, c'est Pixel Chix. Le slogan, c'est elle est comme toi, mais en pire. C'est-à-dire que c'est une petite fille tout à fait adorable c'est un petit Tamagotchi, petite fille, qu'il faut accompagner, jouer avec elle, voilà. Et elle est toujours en train de râler, elle est infecte avec ses copines, voilà. Là, elle dit Burk, elle goûte un truc. Elle est toujours en train de râler et il faut tous les jours aller la voir, lui tenir compagnie. Sinon, elle en a marre, elle s'en va, elle claque la porte et elle disparaît de la console. Il faut recommencer tout le jeu depuis le début. Ce n'est pas la peste qui miaule, mais c'est le chat qui est à côté. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième version. C'est la version supermarché parce qu'avant il y avait une petite maison, une petite voiture. Et alors on peut interconnecter les maisons quand on est 2 ou 3 copines à avoir une Pixel Chix. On les accroche les unes aux autres et les petites filles d'une maison vont se balader dans la maison d'à côté. Énorme. Et elles font des fêtes. Parfait. Voilà, bonjour les fêtes. Voilà, ça a été un carton aux États-Unis. Il faut savoir qu'en 2 mois, une petite fille sur 10 en avait un. Donc c'est quand même une belle réussite de chez Mattel. Le must-have de Noël pour les petites filles chic. Ensuite, un appareil photo. Alors, c'est pas le premier appareil photo numérique pour enfants, mais voilà, c'est Fisher-Price qui lance ça. Bonne prise en main, facile. Juste un bouton pour prendre les photos, un bouton pour faire défiler les photos. Et
D'accord. Alors avec des prises de vue, bien évidemment, souvent en contre-plongée, où on voit juste un bout, mais au moins... Quelle définition? Alors c'est du 640 par 480, c'est vraiment c'est une petite définition, hein, c'est du jouet. D'accord. Par contre, ça vaut quand même 85 €, mais on est loin du prix d'un appareil photo pour adultes. Voilà, Très bien. on va l'éteindre, ça fait aussi du bruit. On va continuer avec, alors ça, c'est une des petites nouveautés, c'est pareil. On savait qu'avant, les ordinateurs, Voilà. les vrais, les grands, ou les consoles de jeux, des marques comme VTech ont trusté le marché. Là, c'est un autre Là, concurrent. c'est Lexibook Junior. Alors, c'est pareil, c'est aussi très bruyant, ça fait plein de bruit. C'est trop... Ça, c'est que c'est le premier avec Julien un Dournion écran. dit c'est le PC des députés. Voilà. Non. C'est lui qui l'a dit. Julien Dournion, c'est son nom. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a quand même... c'est le premier à avoir un écran couleur. Et Incroyable. ça, voilà, c'est parce que jusqu'à présent, c'était des écrans à cristaux liquides comme dans les Pixel Chicks, très, comment dire, c'était tout noir et il n'y avait pas beaucoup d'interaction. Là, on est vraiment sur de la couleur, c'est joli. Et alors, ça prend le français, l'anglais, les maths, les arts et la logique. Pour avoir des 45 enfants exercices. intelligents. Voilà. Bon, alors, donc on a bien compris, tous les constructeurs aujourd'hui misent sur l'électronique, parce qu'on pourrait citer des marques comme Lego, etc., qui en ont fait aussi des arguments Voilà, de vente on reviendra importants. sur des robots dans d'autres émissions, mais tout ce qui est robotique, on commence à avoir des petites puces pour programmer les robots, et vraiment tout est interconnecté à l'ordinateur, au vocal, etc. Voilà, il y a même la petite souris. Et d'ailleurs, il y a une grande enseigne cette semaine qui a quand même lancé son premier magasin multimédia pour enfants. Surcouf a lancé surcoufjunior.com, la première boutique multimédia pour enfants. Et Voilà. ça, c'est quand même assez impressionnant. Bah, c'est effectivement une génération qui a vu ses parents, un mobile collé à l'oreille, un PC ou un Mac posé sur le bureau ou dans le salon. Donc effectivement, ça fait partie de sa grammaire et de son environnement quotidien. Merci de ces nouveautés. Donc tout ça, c'est pour Noël 2006. On reviendra, je pense, pour Noël. On a déjà évoqué le match des consoles avec la Wii le 8 décembre et celle que vous allez aller chercher ailleurs. Oui, en Asie. En Asie pour la PS3 que l'on attendra en mars-avril, je crois. Voilà, dans une minute, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivi. Geoffroy Roux de Bézieux, un dernier mot. L'actualité de Virgin Mobile, demain, après-demain. Demain, après-demain, c'est Noël le 25 décembre, il paraît. C'est ça. Donc on est fin prêt pour vendre un maximum de mobiles avec des prix très compétitifs. Et des innovations à venir pour Énergie Mobile. Idem, et puis une actualité riche pour 2007. Bon, avec encore plus de musique, de téléchargement, de vidéos musicales. Et puis un lancement du poste payé, donc du forfait dans le courant du premier semestre 2007. Très bien. Et pour TEN, une annonce ce soir. La TEN, donc le mail est gratuit, comme Messenger. Et puis une annonce dans 15 jours. Le mail va être très accessible, encore plus accessible au grand public, puisqu'on le fera à la voix et non plus en tapant sur des touches. Ah oui, donc voilà. Jean-Luc Costanza s'y engage. Une innovation tous les 15 jours pendant 6 mois. Donc voilà. Merci en tout cas à vous, messieurs. Merci Julien Dournion. On peut peut-être citer que choisir. Si ce débat vous a intéressé, il sort demain. Oui. Et il y a... mais allez-y, montrez-le, Julien Dournion. J'ai pas l'habitude de faire... Mais oui, c'est pas dans mon habitude, mais... C'est pas votre habitude, mais ne soyez pas timoré. Voilà. C'est en tout cas ce numéro-là, avec un dossier également sur le prix des jouets, notamment. Sur le prix des jouets. Puisque c'est pas la peine de traverser son département, puisque les prix sont partout les mêmes, quelle que soit la surface de vente. Curieux. Soupçon d'entente, Ou dites-vous. concurrence parfaite. Merci en tout cas, à la semaine prochaine, 22h15, 23h15 pour Wi-Fi. Et tout de suite, Elephant Man sur Direct 8. Bon film. Eutelsat.